Il y a des blessures qu'on tente d'enterrer, mais le passé, a une façon impitoyable de ressurgir comme une tempête qui refuse de s'apaiser. Pendant des décennies, j'ai scellé cette histoire au fond de mon cœur, mais aujourd'hui, je sens que l'heure est venue de briser ce silence. Si mes mots peuvent donner à ne serait-ce qu'une femme la force de reprendre sa vie en main, alors chaque larme que j'ai versée aura un sens. Je m'appelle Célie. J'ai 75 ans et je porte un secret que je n'ai jamais osé confier, même à ceux qui me sont les plus proches. Long temps, j'ai voulu croire que la jeune fille brisée d'autrefois avait disparu, que le temps avait effacé ses traces, mais certains souvenirs s'accrochent comme des ombres obstinées qui murmurent mon histoire, me rappelant ce que j'ai enduré, ce que j'ai surmonté. Avant de plonger dans ce récit, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez un petit cœur sur cette vidéo. Ces gestes si simples tissent un lien précieux entre nous et me donnent le courage de continuer. Je suis née en 1949 dans une petite ville de la vallée du Lot. Notre maison était simple, faite de bois, avec une grande cour arrière où ma mère plantait de la laitue, du chou, des herbes qu'elle utilisait pour faire du thé. J'ai grandi en jouant dans la cour poussiéreuse, courant pieds nus, sans me soucier de rien, sauf du son de la cloche de l'église, annonçant l'heure du déjeuner. Ma mère, Louise, était une femme forte, mais très silencieuse, veuve. Elle travaillait toute la journée comme couturière pour nous soutenir. Je ne me souviens pas de mon père. Il est mort jeune dans un accident de la route quand j'étais encore bébé. Du moins, c'est ce que ma mère m'a dit. Il n'était pas une perte pour moi. Ma mère et moi nous suffisions l'une à l'autre jusqu'à ce qu'il apparaisse. J'avais 8 ans quand ma mère commença à parler d'un homme qu'elle avait rencontré au début. Je n'y prêtais pas beaucoup attention. Mais peu à peu, je remarquais qu'elle parlait du différemment. Parfois, elle rougissait, souriait à elle-même, comme si elle se sentait jeune à nouveau. Antoine est un homme très convenable. Célia, il peut nous aider tellement, disait-elle. Je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais avec le temps, je réalisais qu'elle parlait de mariage. Maman était heureuse. Je voulais croire que c'était une bonne chose. Mais dès la première fois que je l'ai vue, j'ai ressenti un frisson dans l'estomac. Il arriva chez nous, sentant fortement la cigarette, avec un chapeau usé sur la tête. C'était un homme grand, mince, au visage sérieux. Sa poignée de main était sèche. Et quand il me regarda dans les yeux pour la première fois, je ressentis un étrange frisson, le genre qui vous donne envie de fuir. Je ne savais rien de lui, sauf ce que ma mère me racontait, qu'il était un homme travailleur, qu'il avait été marié auparavant, qu'il venait de la ville pour tenter une vie, dans notre petite ville, mais je savais instinctivement que quelque chose n'allait pas. Les premiers jours, il se montra serviable. Il répara la clôture de la cour, aida ma mère à organiser la maison, mais il m'observait toujours en silence. Au début, je pensais que c'était juste dans ma tête, mais bientôt je réalisais que c'était pas normal. Au fil des mois, notre maison changea. Avant,
Ma mère riait toujours de mes jeux, même fatiguée. Elle s'asseyait au bord du lit pour écouter mes histoires inventées, maintenantes. Elle était toujours tendue, occupée, inquiète de chaque détail de la maison. Ne laisse pas tes jouets traîner. Célia. Antoine n'aime pas le désordre, disait-elle. Parle plus doucement, ma fille. Il se repose, répétait-elle souvent. Peu à peu, ma maison devint un endroit où je devais marcher sur des œufs. Je devais mesurer mes mots, surveiller mon ton de voix, faire attention même à la manière dont je traversais le salon. Puis vinrent les premiers signes. Au début, c'était juste des regards, puis des frôlements accidentels, de petits gestes qui sembleraient anodins pour quiconque regarderait de l'extérieur, mais qui me faisaient de plus en plus peur. Et le pire, c'est que ma mère le voyait, elle remarquait, mais faisait semblant que rien ne se passait. Je ne comprenais pas pourquoi elle restait silencieuse. Peut être parce qu'à cette époque, une femme seule n'avait pas beaucoup de choix. Peut être parce qu'elle croyait qu'il valait mieux endurer certaines choses que vivre sans homme à la maison. Une fois, je, je rassemblais le courage d'essayer de lui dire que je me sentais mal à l'aise avec certains de ses comportements. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle tint mon message, me, me regarda dans les yeux avec un regard lourd. Ne dis pas de bêtises. Ma fille, c'est notre seul soutien. Veux-tu qu'on meure de faim? J'ai ravalé mes mots. Après ce jour, je compris que parler était inutile, que j'étais seule, et c'est là que commença la pire période de ma vie. La pire douleur n'est pas celle qu'on ressent dans son corps. C'est la douleur du silence, de l'abandon, de la certitude que personne ne vous aidera. C'est porter un poids invisible, jour après jour, sans espoir de soulagement. Mais à l'époque, j'étais juste une fille et les filles n'avaient pas de voix. Après cette conversation avec ma mère, je réalisais que j'étais seule. Je pouvais crier, pleurer, se plaindre. Rien ne changerait. Elle avait déjà fait son choix. À partir de ce jour, ma maison, c'est ça, d'être un foyer. Si j'y trouvais du réconfort avant, maintenant, tout ce que je voyais, c'était des murs qui m'entouraient, un toit qui m'emprisonnait. Mon propre corps semblait ne plus m'appartenir. Je voulais croire que j'exagérais, mais chaque regard qu'il me lançait, chaque moment où ma mère partait, le laissait seul avec moi, faisait battre mon cœur fort. Pas de joie, mais de crainte. Ma routine changea drastiquement. Avant, je pouvais jouer dans la cour jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Maintenant, j'évitais de sortir de la maison parce que je savais qu'en rentrant, il serait là, assis dans le rocking chair, observant, attendant. À l'école, mes amis parlaient de choses futiles, des poupées qu'elles voulaient avoir, des dessins animés qu'elle regardait chez un voisin. Je restais silencieuse. On aurait dit que nous vivions dans des mondes différents. Elle n'avait pas apporté un secret aussi lourd. Je commençais à moins dormir, restant éveillée tard, écoutant ses pas dans la maison, espérant que ma mère reste toujours à proximité. Mais souvent, elle allait se coucher plus tôt, me laissant seule dans le salon avec lui. On est nuit. J'essaie de verrouiller
la porte de ma chambre, mon cœur battait fort. Je savais qu'il sentait ma peur. Quand j'entendis les pas s'approcher, je retins mon soufflet. Il tourna la poignée de la porte. Je fermai les yeux. Rien ne se passa. Il rit doucement de l'autre côté de la porte, un rire qui me donna des frissons des pieds à la tête. Puis il partit. Mais je savais que ce ne serait pas pour toujours. C'était juste une question de temps. Ma mère n'était pas une femme stupide. Elle savait, au fond, elle savait, mais elle faisait semblant de ne pas voir. Elle devint une personne différente, toujours nerveuse, toujours anxieuse, passant plus de temps à nettoyer la maison qu'à se reposer. Elle répétait qu'elle devait tout garder en ordre pour qu'il ne se fâche pas. Celia, ne le mets pas en colère, tu intense, ne réponds pas, ma fille ne fait pas d'histoire. C'est alors que je compris, ma mère avait peur de lui. Elle ne voulait pas voir ce qui se passait parce que si elle le voyait, elle devrait faire quelque chose et elle ne savait pas quoi faire. Son silence me tuait lentement. J'avais besoin que quelqu'un dise « Je suis là, je te protégerai ». Mais personne ne le fit. Dans les années 1950, personne ne parlait de ces choses. Si une femme souffrait dans sa maison, tout ce qu'elle pouvait faire était de baisser la tête, continuer à vivre. Si un enfant se sentait mal à l'aise à propos de quelque chose, on lui disait que c'était de l'imagination. Je pensais à le dire à mon enseignante, mais comment le dirais-je? Et si elle ne me croyait pas? Et si elle le disait à ma mère? Les voisins venaient toujours chez nous pour le café. Je les entendais dire que ma mère avait de la chance d'avoir trouvé un homme qui l'aidait chanceuse. Si je disais quelque chose, me traiterait-il d'ingrate? La peur me réduisit au silence. Une fois, il saisit mon bras avec force. Personne n'était à proximité. Je retins mon soufflet. Essayais de ne pas pleurer. Quand il me lâcha, enfin, je sentis la marque de ses doigts sur ma peau. Ma mère le vit. Et que fit-elle? Elle baissa les yeux, continua à remuer la cuillère dans la casserole, comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment que mon cœur se brisa vraiment. Là, Jésus, que peu importe combien je le voulais, personne ne viendrait me sauver. Si je voulais échapper à cet enfer, je devrais le faire moi-même. On dit que l'amour d'une mère est le plus fort qui existe. Mais que se passe-t-il quand cet amour n'est pas assez pour protéger? Quand la personne qui devrait vous défendre le plus choisit le silence? J'ai passé des années à essayer de comprendre, à essayer de pardonner, mais certaines douleurs ne disparaissent jamais complètement. Quand j'étais enfant, je croyais que ma mère pouvait tout résoudre si Dieu tombait, me faisait mal au genou. Elle savait exactement comment faire partir la douleur. Si j'avais peur du noir, elle m'enlaçait jusqu'à ce que je m'endorme. Mais un jour, je réalisais que je pouvais plus compter sur elle. Je voulais croire que ma mère ne voyait pas ce qui se passait, mais cette illusion ne dura pas longtemps. Je commençais à remarquer les petits signes quand je m'approchais d'elle, espérant trouver la sécurité. Elle détournait le regard. Parfois, après quelque chose qu'il faisait, j'attendais, espérant qu'elle dirait quelque chose, mais elle ne le faisait jamais. Parfois, ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré en silence, comme si elle se sentait coupable.
Mais la culpabilité ne suffit pas. Une fois, dans la cuisine, il s'approcha de moi par derrière, posa sa main sur mon épaule. C'était rapide, mais ça me glaça à l'intérieur. Ma mère le vit. Elle lavait la vaisselle. Pendant une seconde, je pensais qu'elle allait enfin réagir, mais tout ce qu'elle fit fut de fermer les yeux, prendre une profonde inspiration, continuer à frotter l'assiette, comme si ce n'était rien. C'est à ce moment que je compris. Ma douleur n'avait pas d'importance. J'essayais plusieurs fois de donner un signal, de demander de l'aide, mais chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, ma mère me coupait. C'est des bêtises. Célia, ne fais pas d'histoire. Tu as du mal comprendre. Non, je n'avais pas mal compris et elle le savait. Avec le temps, je réalisais que ma mère était aussi une prisonnière, mais sa prison était différente de la mienne. Elle avait peur de vivre seule dans la France de cette époque. Une femme sans mari était vue comme un fardeau. Une femme seule était méprisée, condamnée à vivre en marge. Ma mère ne voulait pas cela pour elle. Alors, au lieu de protéger sa fille, elle choisit de maintenir le mariage, choisit de faire semblant que tout allait bien, que rien ne se passait. Peut-être, au fond, croyait-elle qu'il valait mieux que je traverse là, que nous vivions tous deux dans la pauvreté. Mais il n'y a pas de justification pour l'omission d'une mère unénoïte. Je me réveillais à cause d'un bruit dans le salon. C'était lui marchant dans la maison. Ma mère n'était pas là. Je savais qu'elle était partie se coucher tôt. Mon cœur s'emballe. Je restais complètement immobile dans le lit, priant pour qu'il ne vienne pas dans ma chambre. C'est alors que j'entendis la porte s'ouvrir lentement. Tout mon corps se glace. Je fermais les yeux fort. Si je restais immobile, peut-être partirait-il, mais soudain, un bruit résonna dans la maison. Ma mère alluma la lumière. Je n'oublierai jamais ce moment, moi recroquevillée dans le lit, Louis, debout au milieu de la pièce, ma mère à la porte, regardant la scène. C'était la première fois que je voyais de la peur dans ses yeux. Pendant un instant, j'ai pensé, elle va faire quelque chose. Maintenant, elle va enfin me défendre. Mais non, elle baissa simplement la tête, dit d'une voix tremblante, Antoine, finste kosher, et il quitta ma chambre. Comme si rien ne s'était passé. C'est alors que je compris. Ma mère savait. Elle choisissait d'ignorer. Après cela, quelque chose en moi se brisa. Si ma propre mère ne me protégeait pas, personne d'autre ne le ferait. Si elle préférait faire semblant que rien ne se passait, alors je ferais semblant aussi, mais quelque chose en moi avait déjà changé. Je n'étais plus la même fille. Je commençais à compter les jours. Je ne savais pas où j'irais ni comment je le ferais, mais je savais que tôt ou tard, je devrais m'enfuir. Ma mère m'avait abandonnée dans le silence, mais je ne laisserai pas cela définir ma vie pour toujours. Il y a un type de peur qu'on ressent un instant, puis qui passe. Mais il y en a un autre, celui qui s'accroche à vous, qui fait se serrer votre cœur à chaque bruit différent. J'ai grandi en apprenant à vivre avec
jusqu'à ce qu'un jour je réalise que si je ne faisais rien, il m'engloutirait pour toujours. Après la nuit où ma mère choisit de fermer les yeux, quelque chose en moi s'éteignit. Je n'attendais plus rien d'elle. Je compris que j'étais seule. Et quand vous comprenez cela, vous apprenez à vous protéger d'autres manières. Si avant, j'essayais de garder espoir, maintenant tout ce que je voulais était de survivre. À partir de ce jour, ma maison devint un champ de mines. Chaque pas que je faisais devait être calculé. Je savais qu'à tout moment, je pouvais être prise par surprise. Éviter Antoine devint ma mission quotidienne. Si j'entendais ses pas dans la maison, je faisais semblant d'être occupée dans une autre pièce. Si ma mère partait, que je savais que je serais seule avec lui. J'inventais des excuses pour aller chez le voisin, n'importe quoi pour éviter d'être vulnérable. Mais c'était pas seulement sa présence qui me hantait, c'était le silence de ma mère. C'était la regarder et voir qu'elle savait exactement ce qui se passait. Pourtant, je choisissais de l'ignorer. C'était voir que même quand mes yeux suppliaient pour de l'aide, tout ce qu'elle faisait était de baisser la tête. Et cela me tuait un peu plus chaque jour. Si pendant la journée, je pouvais me cacher la nuit, je n'avais nulle part où fuir. Je dormais recroquevillée, effrayée par n'importe quel bruit. Chaque son minime me faisait retenir mon souffle. La porte de la chambre n'était plus seulement une porte, elle devenait une frontière fragile entre ma crainte, un danger réel. Chaque nuit, hier, priais, demandant qu'ils ne viennent pas, demandant que ma mère se réveille, demandant surtout que Dieu me sorte de cette maison, mais Dieu ne venait pas. Je savais que si je voulais m'échapper, je devrais trouver un moyen par moi-même. J'avais 12 ans quand j'essayais de m'enfuir pour la première fois cette nuit-là. Ma mère était partie aider une voisine malade. J'étais restée seule avec lui. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je savais que c'était juste une question de temps avant qu'il n'apparaisse à la porte de ma chambre. Et c'est ce qui arriva. J'entendis les pas, puis le craquement du bois. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, je courus. Je sortis par la fenêtre de la chambre, courus, pieds nus à travers la cour. Ma seule pensée était d'atteindre la maison du voisin, demander de l'aide, mais je n'y arrivais pas. Il me rattrapa avant, il me saisit par le bras avec force, me ramena. Cette nuit-là, je compris qu'il ne suffisait pas de m'enfuir. J'avais besoin d'un plan. Et plus que cela, j'avais besoin de courage. Après cette tentative ratée, ma vie changea encore plus. À l'école, je ne parlais plus à personne. Avant, j'essayais au moins de jouer, de sourire, de faire semblant que ma vie était normale. Mais maintenant, je ne pouvais plus. Mes enseignants commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Tu es très silencieuse. Célia, tout va bien à la maison. Je répondais toujours oui, mais la vérité était que rien n'allait bien et rien ne le serait jamais. Tant que je resterais là, un après-midi, en rentrant de l'école, je trouvais ma mère pleurant dans la cuisine. Pendant une seconde, mon cœur s'emballa. Elle a enfin vu ce qui se passait. Pensai-je, mais non,
Elle pleurait parce qu'elle avait découvert qu'il avait une autre femme. La scène était presque comique. Ma mère s'effondrant pour un homme qui avait détruit nos vies. Mais pour moi, c'était un signe. Si même elle souffrait maintenant, alors il n'y avait plus rien pour me retenir là. Je savais que si je voulais avoir un avenir, je devais trouver ma propre issue. C'est ce jour-là que je commençais à planifier ma véritable évasion. Il y a des moments dans la vie où vous devez choisir entre rester et mourir à l'intérieur ou partir et tout risquer. Je n'avais plus rien à perdre. Ma seule option était de m'enfuir, mais où? Comment? Et si on me rattrapait à nouveau? Ces questions me hantaient chaque nuit, mais une chose que je savais déjà, je n'allais pas passer le reste de ma vie dans cette maison. Je ne dormais plus, je passais des nuits éveillée, pensant à comment quitter cette maison sans être rattrapée à nouveau. Ma première tentative d'évasion à 12 ans avait échoué misérablement. Après ce jour, il devint encore plus vigilant. Ma mère devint encore plus silencieuse. Je me sentais encore plus seule. Mais même ainsi, je n'abandonnais pas. Maintenant, à 15 ans, je n'étais plus la même fille. J'avais compris que si je voulais m'échapper, il ne suffisait pas de courir au milieu de la nuit sans direction. J'avais besoin d'un plan. Ma première préoccupation était l'argent. Je n'avais pas un sou à mon nom. Je ne pouvais pas simplement partir, espérer que la gentillesse des gens me sauverait. Je devais m'assurer que lorsque je m'enfuirais, j'aurais au moins le minimum pour survivre jusqu'à ce que je trouve du travail. Je commençais à collecter des pièces. Chaque fois que ma mère allait au marché, laisser de la monnaie sur la table, je prenais un peu, quand elle m'envoyait acheter du pain, qu'il restait de la monnaie, je la cachais. Chaque pièce que je prenais était un pas de plus vers ma liberté. Une autre chose que je devais assurer était un endroit où aller. Je ne pouvais pas simplement courir sans but comme la dernière fois. J'avais besoin d'une destination. C'est alors que je me souvins de tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère. Elle vivait dans une autre ville. Quand j'étais petite, je passais quelques jours là-bas pendant les vacances. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais je me souvenais qu'elle était différente de ma mère. C'était une femme forte qui ne tolérait pas les sottises. Peut être, m'aiderait-elle? Maintenant, j'avais un plan. Je collecterai de l'argent, attendrai le bon moment, prendrai le premier bus qui me mènerait à la ville de tante Béatrice. Mais la partie la plus difficile manquait. Le bon moment pour m'échapper, j'attendis des mois. Chaque fois que je pensais que c'était le bon moment, quelque chose me faisait reculer. Il était trop vigilant. Ma mère restait à la maison, où je me figeais simplement de peur. Mais alors, le destin fit sa part. On est nuit. Il rentra plus ivre que d'habitude. Il insulta ma mère, jeta des choses par terre, dit qu'il ne supportait plus cette maison. Ma mère pleurait silencieusement, comme toujours. Je me recroquevillais dans un coin de la cuisine, espérant qu'il oublierait même mon existence. C'est alors qu'il cria « Je vais passer la nuit dehors ». Il prit ses clés de voiture, partit, claquant
la porte. Jesús, à ce moment, que c'était ma chance. J'attendis que ma mère aille dans sa chambre. J'attendis que le silence s'installe dans la maison. Quand je fus sûre qu'elle dormait, j'allais à la cuisine, pris l'argent que j'avais réussi à cacher au fil des mois, le fourrai dans la poche de ma robe. Mon cœur battait si fort. Je pensais qu'elle se réveillerait juste en entendant le son de ma respiration. J'allais à la porte d'entrée. Le loquet faisait toujours du bruit, alors je l'ouvris avec le plus grand soin. L'air froid de la nuit frappa mon visage. J'étais libre, mais je ne pouvais pas encore célébrer. Il fallait encore que j'atteigne la gare routière. La gare routière était à plus d'1 heure de marche, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Plus vite, j'y arriverais. Moins il y avait de chances qu'il me trouve. Je marchais dans les rues vides, regardant en arrière toutes les minutes, craignant qu'il n'apparaisse à tout moment. Chaque bruit me faisait me figer. Un chien aboyant, une voiture passant, le vent secouant les arbres. Je ne savais plus ce qui était une vraie peur, ce qui était mon esprit me jouant des tours quand j'aperçus la gare routière. Ja, sentes meus jambes faiblir. J'y étais arrivée, mais la partie la plus difficile restait à venir, acheter le billet, partir avant que quiconque ne remarque que je ne devrais pas être là. Je m'approchais du guichet avec des mains tremblantes. Je veux un billet pour la ville de ma tante. Murmurai-je. Essayant de sembler calme, l'employé me regarda de haut en bas avec suspicion. Tu es seule, petite. Mon père m'attend déjà là-bas. Il m'a demandé d'y aller en avance. Mentis. Il soupira, me tendit le billet. Je tins le papier si fort que mes doigts me faisaient mal. C'était mon chemin vers la liberté. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Mais pendant que j'étais assise sur le banc, regardant autour de moi, une peur s'empara de moi. Et s'il venait après moi, et si ma mère se réveillait, remarquait que j'étais partie, et si mes pensées furent interrompues par le son du haut-parleur. Attention, passager du bus c'était mon bus. Je me levais si vite que je faillis trébucher sur mes propres pieds. Je montais les marches avec le cœur battant. M'assis sur le dernier siège, me recroquevillant. Les portes se fermèrent. Le moteur rugit. Quand le bus commença à bouger, des larmes coulèrent sur mon visage sans que je m'en rende compte. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas si ma tante m'accueillerait. Mais je savais une chose, je ne retournerai jamais dans cette maison. Je pensais que m'enfuir signifiait la liberté, mais la vérité est que la partie la plus difficile restait à venir. Quand le bus commença à s'éloigner de la gare, je réalisais que je n'avais pas seulement laissé ma maison derrière. J'avais laissé tout ce que je connaissais. Maintenant, j'étais seule au monde. Cela m'effrayait plus que tout. Les lumières de la ville s'estompaient alors que le bus prenait de la vitesse sur la route. Je regardais par la fenêtre, voyant les maisons devenir plus petites à l'horizon, me demandant si ma mère avait déjà remarqué mon absence. Me chercherait-elle? Elle, au fond, s'y attendait-elle depuis toujours?
Je pensais toujours que le moment où je m'échapperais de cette maison, je ressentirais du soulagement. Mais ce qui m'envahit fut la peur. Pour la première fois, j'étais vraiment seule. Il n'y avait personne pour me retenir si je tombais. Personne pour me protéger, me trahir. J'avais froid, même si je portais une veste fine que j'avais prise avant de partir. Mon estomac faisait mal de faim. Mais je n'avais pas le courage de dépenser le peu d'argent que j'avais. Chaque centime serait essentiel jusqu'à ce que je trouve ma tante. Je regardais autour de moi dans le bus. Il y avait peu de gens voyageant à cette heure. Une vieille dame somnolent sur le siège avant, un homme avec un chapeau lisant un journal plié et un jeune homme qui n'arrêtait pas de me regarder de l'autre côté de l'allée. Je baissais la tête, essayant de me rendre invisible. Au fil des heures, je commençais à penser aux possibilités. Et s'il découvrait que je m'étais enfuie, et s'il venait après moi, je savais que je n'avais parlé à personne de mon plan. Mais et si ma mère parlait, et s'il faisait une scène, la police viendrait-elle me chercher? Je ne savais pas quoi faire si quelqu'un montait dans ce bus en demandant une fille seule. La pensée me laissa figer. Je regardai la porte, essayant de calculer si je pourrais sortir en courant si nécessaire. Mais où irais-je? L'autoroute était sombre. Je n'avais aucune idée d'où nous étions. Tout ce que je pouvais faire était de rester là, espérant atteindre ma destination bientôt. À un moment, le jeune homme qui me regardait se leva, vint à mon siège. Mon cœur s'emballe. Où vas-tu? Demanda-t-il. Il, avec un sourire qui ne me plaisait pas. Je ne répondis pas immédiatement. Mon corps se raidit. Il s'assit à côté de moi, sans y être invité. Tu t'enfuis de chez toi, n'est-ce pas? Je déglutis difficilement. Il avait remarqué, c'est Yarmettais. Il pourrait le dire à quelqu'un, mais si je niais, il pourrait continuer à me déranger. Mon père m'attend dans la ville suivante. Mentisch. Essayant de sembler confiante, il sourit, comme s'il savait que j'inventais. Je connais ton père, rit-il doucement, secouant la tête. Je me recroquevillais encore plus contre la fenêtre, ressentant une peur que je connaissais trop bien. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. La vieille dame, qui somnolait sur le siège avant, vraiment, mais regarda, tout va bien, ma petite. Sa voix était ferme, comme si elle connaissait déjà la réponse. Le jeune homme la regarda et donna un sourire forcé. Je parlais juste avec la jeune demoiselle. Alors, tu peux retourner à ton siège parce qu'elle ne veut pas parler. Il hésita un instant, mais ensuite se leva, retourna à sa place. La vieille dame me regarda quelques secondes. Tu voyages seul? Je voulais dire oui, que je m'enfuyais, que je ne savais pas où aller, mais mon instinct me criait encore de ne faire confiance à personne. Alors je secouai simplement la tête en signe de dénégation. Elle me regarda comme si elle savait que je mentais, mais n'insista pas. Elle soupira, ferma à nouveau les yeux, mais pour une raison quelconque, je me sentis un peu plus en sécurité. Les bus continua son trajet. Je tentais de me calmer. Je fermais les yeux, mais ne pouvais pas dormir. Mon esprit était fatigué, mon corps épuisé,
Mais l'adrénaline me gardait éveillée. Après quelques heures, j'entendis le chauffeur annoncer la prochaine arrêt. J'étais en alerte. La ville de ma destination était proche. Je devais descendre au bon endroit, mais dans la confusion de la peur, de l'anxiété, je fis une erreur. Je descendis au mauvais endroit. Dès que le bus partit, je réalisai mon erreur. Le nom de la ville n'était pas celui dont je me souvenais. À cet instant, le désespoir s'empara de moi. J'étais perdue. Je ne savais pas où j'étais. Je n'avais nulle part où aller. Et maintenant, le peu d'argent que j'avais pourrait ne pas suffire pour un autre billet. Le sentiment de panique grandit en moi. Je voulais pleurer, mais j'avais déjà appris que pleurer ne résolvait rien. Je devais trouver un moyen de sortir de là. My Seoli, sans personne pour m'aider. Que pouvais-je faire? S'enfuir n'est pas la fin des problèmes. C'est juste le début d'un nouveau type de bataille. Je pensais que quitter cette maison rendrait tout plus facile, mais la vie aime nous tester. J'ai appris de la pire manière qu'être libre ne signifie pas être en sécurité. J'étais dans la mauvaise ville. Le bus était déjà parti quand je réalisais mon erreur. Mes yeux balayaient la gare routière, cherchant un signe, une indication de l'endroit où j'étais. Mon plan était d'aller chez tante Béatrice, mais maintenant je ne savais même pas où j'étais. La peur commença à envahir à nouveau mon corps. L'argent que j'avais était peu. Serait-il suffisant pour acheter un autre billet? Pourrais-je trouver un moyen d'atteindre ma destination avant qu'il ne soit trop tard? Mais avant que je puisse prendre une décision, une autre préoccupation surgit. Où allais-je passer la nuit? Il était tard, la gare routière était presque vide, sauf pour quelques personnes qui semblaient aussi perdues que moi. Mes jambes étaient fatiguées, ma tête faisait mal, mon estomac grondait de faim, mais la peur était plus grande que tout cela. Je savais que je ne pouvais pas rester là longtemps. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne commence à poser des questions. J'avais besoin d'un plan. Je regardais autour de moi. Vise un banc en bois un peu à l'écart. Je m'y assis, serrant mon propre corps. Essayant de paraître invisible, les heures passèrent lentement. Le vent froid coupait ma peau. La faim ne faisait qu'augmenter. À chaque bruit que j'entendais, mon cœur s'emballait. Chaque fois qu'un homme passait trop près, je retenais mon souffle, baissais les yeux, espérant que personne ne me remarquerait. C'était comme si j'étais revenue à cette époque dans la maison, quand j'essayais d'être invisible pour éviter d'attirer l'attention. Mais maintenant, j'étais dehors. Le monde extérieur n'était pas plus sûr que la maison que j'avais laissée derrière. J'étais presque en train de m'endormir. A size. Quand je sentis une main toucher mon épaule, tout mon corps se raidit. Je tournais lentement le visage, les cœurs battants. C'était une femme âgée à la peau ridée, aux yeux fatigués. Elle portait un foulard sur la tête, tenait un sac en tissu. « Tu es seule, petite ?» Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait mentir, dire que j'attendais quelqu'un. Mais une autre partie savait que cela pourrait être ma seule chance d'aide. Je vais chez ma tante, murmurai-je. Elle me regarda de haut en bas, fronça les sourcils. Seule à cette heure, je ne répondis pas. Elle soupira, sans rien demander d'autre. Tendit le sac vers moi. Mange. À l'intérieur,
il y avait un morceau de pain, du fromage. Mon estomac gronda immédiatement. Je pris le pain avec hésitation. Tu peux manger, petite, je ne te ferai pas de mal. Mes yeux se remplirent de larmes. Après si longtemps à avoir peur des gens, il était difficile de croire que quelqu'un voulait m'aider sans rien demander en retour. Je mordis dans le pain avec hâte, goûtant sa saveur simple. Oui, à ce moment, semblait la meilleure chose au monde. Madame Marie, c'est ainsi qu'elle se présenta, vivait près de la gare routière, travaillait comme femme de ménage dans un hôtel bon marché au centre-ville. Après un moment en silence, elle dit quelque chose qui me surprit. Si tu as besoin d'un endroit pour passer la nuit, je connais un endroit sûr. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je savais que j'avais pas le choix. Madame Marie m'emmena dans une petite réserve à l'arrière de l'hôtel où elle travaillait. Ce n'était rien de plus qu'un espace exigu avec quelques cartons, un vieux matelas jeté dans un coin. Tu peux dormir ici ce soir, dit-elle, mais demain matin, tu devras décider où aller. Je hochai la tête, retenant mes larmes. Dès qu'elle partit, je m'assis sur le matelas, regardais autour de moi. C'était pas confortable, c'était pas un foyer, mais pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je me sentis protégée. Je savais pas quel serait mon avenir, mais je savais que j'avais fait un pas important. J'avais réussi à m'échapper maintenant. Tout ce dont j'avais besoin était de trouver comment recommencer. Recommencer de zéro n'est pas facile, mais quand vous avez passé toute votre vie dans la peur, chaque petite réussite devient une immense victoire. C'était la première fois que je sentais je pouvais avoir un avenir différent. Ce matin-là, je me réveillais avant que le soleil ne se lève. Mon corps me faisait mal à cause du matelas fin, du froid de la nuit précédente, mais j'étais vivante. Je passais quelques minutes à regarder le plafond sombre, essayant d'absorber tout ce qui s'était passé. J'avais vraiment échappé. Ce n'était plus un plan, plus une idée, c'était réel. Mais maintenant venait la partie la plus difficile, survivre seoli. Ma plus grande préoccupation était toujours d'être retrouvée. Je regardais constamment autour de moi, craignant de voir son visage apparaître au milieu de la foule. Ma mère avait-elle remarqué que j'étais partie? Me cherchait-il? Je ne savais pas. Mais l'idée même de retourner dans cette maison me glaçait à l'intérieur. S'il me trouvait, je savais que je n'aurais jamais une autre chance. Je devais trouver un moyen d'avancer. Madame Marie apparut dans la réserve peu après l'aube. Elle portait une tasse de café. Un morceau de gâteau. Mangecha. Petite, tu auras besoin de force. Je pris la nourriture avec gratitude, sentant mon estomac gronder de faim. Pendant que je mangeais, elle me regardait avec un mélange de curiosité, de préoccupation. Tu as besoin de travail, n'est-ce pas? Je hochai la tête rapidement. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle calculait quelque chose dans sa tête. L'hôtel a besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle. Ce n'est pas grand-chose, mais ça paye le déjeuner. Peut être 1 ou 2 pièces. Mes yeux s'illuminèrent. C'était peu, mais pour quelqu'un qui n'avait jamais rien eu, c'était assez. J'accepte, répondis-je immédiatement.
L'hôtel n'était pas luxueux, bien au contraire. C'était un de ces endroits bon marché qui hébergeait des voyageurs de passage, des travailleurs qui n'avaient nulle part où aller. Le propriétaire, Monsieur Robert, était un homme calme, pratique. Quand Madame Marie expliqua que j'avais besoin de travail, il me regarda de haut en bas, haussa les épaules. Tu peux commencer maintenant. Et ainsi, sans grand préavis, je commençais ma première expérience de travail. Je passais toute la journée dans la cuisine, lavant la vaisselle, les verres, les casseroles, mes mains de vin rouge à cause de l'eau chaude, du savon, mais je ne me plaignais pas. Avec chaque assiette propre, je ressentais une petite victoire. Pour la première fois de ma vie, je travaillais pour moi. Ce n'était pas pour ma mère, c'était pas pour plaire à quelqu'un, c'était pour moi. À la fin de la journée, Monsieur Robert m'appela à part. Tiens, ça. Dans la paume de sa main, il y avait 3 pièces. Ce n'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était comme si je tenais un trésor. Je serrais ces pièces contre ma poitrine. Les merci. Dis-moi, si tu veux, tu peux revenir, dit-il avant de partir. Je quittai la cuisine avec un petit sourire, mais sincère. J'avais survécu un jour de plus. Il y avait un travail. J'avais de l'espoir. Quand je revins dans la réserve, Madame Marie m'attendait assise sur une caisse. Elle sourit en voyant mon visage fatigué mais soulagé. As-tu aimé travailler? Je hochai la tête. Elle me regarda un moment, comme si elle pensait à quelque chose d'important. Tu es forte, petite, plus forte que beaucoup de gens là dehors. Ces mots me frappèrent d'une manière que je n'attendais pas. Je m'étais jamais sentie forte. J'avais toujours été la fille effrayée, celle qui essayait de se cacher, celle qui vivait dans le silence. Mais pour la première fois, je réalisais que j'avais fait quelque chose que beaucoup de gens ne parvenaient jamais à faire. J'avais échappé, j'avais survécu, et pour la première fois depuis longtemps, je m'endormis sans peur. J'ai passé toute ma vie à attendre que quelqu'un me sauve, à attendre que ma mère me protège, à attendre que quelqu'un remarque ma douleur. Mais à la fin, j'ai compris que la seule personne qui pouvait changer mon histoire, c'était moi, et je l'ai fait ce matin-là. Je me réveillais avant que le soleil ne se lève, comme je le faisais depuis que j'avais commencé à travailler à l'hôtel. Le matelas fin où je dormais dans la réserve n'était pas confortable, mais il était à moi. Pour la première fois, cet espace réduit ne semblait pas une cachette, c'était ma nouvelle vie. Il y avait encore de la peur en moi. Je regardais toujours autour de moi dans les rues, j'évitais encore certains regards. Mais il y avait une différence maintenant. Ja, weiß un Boot. Maintenant, j'avais un avenir. Les jours passèrent. Peu à peu, les choses commencèrent à s'améliorer. Je continuais à laver la vaisselle à l'hôtel, mais je commençais à apprendre d'autres choses. Madame Marie m'a appris à faire les lits, plier les draps, même à gérer les clients. L'argent était encore peu, mais j'économisais chaque centime. Mon objectif était avoir mon propre endroit. Je voulais plus jamais dépendre de qui que ce soit. Et chaque jour, je sentais ce rêve plus proche. Mais peu importe combien je reconstruisais ma vie,
la peur ne me quittait jamais complètement. Chaque fois que je voyais un homme qui lui ressemblait, mon corps se figeait. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur ma famille, ma gorge se serrait. Je ne voulais pas me souvenir, mais le passé trouve toujours un moyen de revenir. Il revint d'une manière que je n'attendais pas un après-midi. Après une journée fatigante à l'hôtel, Madame Marie m'appela, il y a quelque chose pour toi. Elle tenait une enveloppe, mon cœur s'emballa quand je reconnus l'écriture. C'était celle de ma mère. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. Célia, ma fille, j'ai passé des jours à chercher des informations sur toi. Mon amour. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je devais écrire. Après ton départ, tout s'est effondré. Il m'a blâmé, m'a humilié. Puis il est parti. Maintenant, je suis seule. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi, mais je veux que tu saches que tu me manques chaque jour. J'espère que tu vas bien. Ta mère, mes yeux se remplirent de larmes. Elle l'admettait enfin. Elle savait, elle avait toujours su, mais maintenant c'était trop tard. La fille qu'elle avait abandonnée n'existait plus. Madame Marie remarqua mon expression, s'assit à côté de moi. Que vas-tu faire? Je pris une profonde inspiration, tenant la lettre fermement. Je pouvais répondre, je pouvais dire tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Je pouvais jeter tout ce poids dehors, mais à ce moment, je compris, je n'en ai plus besoin. Je n'avais pas besoin d'excuses, je n'avais pas besoin d'explications. Ma mère avait fait son choix dans le passé. Maintenant, je faisais le mien, pliant lentement le papier. Je me levai, jetai la lettre à la poubelle. Rien, répondis-je, je n'avais plus besoin de porter cette douleur. Le passé ne définirait plus mon avenir. Quelques mois plus tard, avec l'argent que j'avais économisé, je réussis à louer une petite chambre pour moi. Elle était petite, simple, mais mienne. Le jour où j'entrais dans cet espace vide, je retins mes larmes. Je l'avais fait, j'avais survécu. Et plus que cela, je m'étais libérée. Cette petite chambre devint le fondement de ma nouvelle vie. Je continuais à travailler à l'hôtel. Monsieur Robert finit par me promouvoir à la réception. J'étais bonne avec les chiffres, encore meilleure avec les gens, quelque chose que je n'avais jamais su de moi-même jusqu'à ce que j'aie l'occasion de découvrir qui j'étais vraiment. Les années passèrent, j'étudiais dans des cours du soir, obtins mon diplôme de lycée, plus tard suivi des cours de comptabilité à l'école communautaire. Au début de la vingtaine, je gérais tout l'hôtel. À 30 ans, j'avais économisé assez pour acheter ma propre petite pension. Parfois, je pensais à ma mère. Je me demandais si elle était toujours dans cette même maison, si elle avait vraiment compris ce qu'elle avait fait. Une fois, près de 10 ans après mon départ, je reçus une autre lettre. Je reconnus immédiatement son écriture. Mais cette fois, je ne l'ouvris pas. Certaines blessures guérissent mieux quand on ne les remue pas. Je ne me suis jamais mariée pendant longtemps. Je ne pouvais supporter l'idée de laisser quelqu'un s'approcher de moi. Les ombres de mon passé étaient trop grandes. Mais j'étais pas seule. J'avais créé ma propre famille. Les femmes qui travaillaient pour moi, les clients réguliers qui devinrent des amis. Et plus tard,
les jeunes filles qui, comme moi, n'avaient nulle part ou allèrent. Ma pension devint connue comme un havre sûr pour les femmes dans le besoin. Je ne posais jamais de questions quand une femme arrivait la nuit avec la peur dans les yeux, un enfant serrant sa main. Je leur donnais simplement une chambre, un repas, du temps pour trouver leur prochain pas. Je devins la personne dont j'avais eu besoin toutes ces années auparavant. En 1978, j'appris que ma mère était décédée. Je restais seule dans mon bureau pendant des heures, essayant de comprendre la tempête d'émotions que je ressentais, chagrin, colère, soulagement. Tout se mélangeait jusqu'à ce que je ne puisse plus séparer l'un de l'autre. Je n'assistais pas aux funérailles. À la place, je plantais un petit jardin derrière la pension. Un lieu de beauté né de la douleur. Cela semblait un mémorial approprié maintenant. À 75 ans, en regardant ma vie, je réalisais que m'enfuir n'était que le début. Le vrai voyage était d'apprendre à vivre sans peur, à faire confiance à nouveau, à construire quelque chose de significatif à partir des cendres de mon enfance. Mon histoire n'est pas seulement une question de survie, c'est ce qui vient après. C'est à propos de la femme que je suis devenue à cause de... Et malgré la fille que j'étais autrefois, c'est à propos de trouver de la force dans les moments les plus sombres, d'utiliser cette force non seulement pour vous sauver, mais pour créer une lumière qui guide les autres. S'il y a une chose que je veux que vous tiriez de mon histoire, c'est votre passé peut vous façonner, mais il n'a pas à vous définir. Les personnes qui étaient censées vous protéger peuvent échouer, mais cela ne signifie pas que vous êtes hors de protection. Parfois, vous devez être votre propre sauveur, d'abord avant de pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Chaque femme qui a séjourné dans ma pension apporte une histoire différente, mais elle partage toute la même vérité. Nous sommes plus fortes que nous ne le savons, plus courageuses que nous ne le croyons, dignes d'une vie sans peur. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Mettez un cœur sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien m'aide à partager plus d'histoires de survie, de triomphe, qui pourraient donner à quelqu'un le courage dont il a besoin aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Mes chers amis, souvenez-vous que votre histoire n'est pas encore terminée. Le prochain chapitre pourrait être le plus beau de tous.